chers compatriotes congolais, chers frères et sœurs d'Afrique, chers amis sympathisants et précieux soutiens de notre combat, merci d'avoir répondu présent à ces jours particuliers où nous avons fini à partager nos idées et propositions avec un maximum d'interlocuteurs concernés par la cause du peuple congolais et l'avenir du Congo en tant qu'État des droits et un pays souverain. Chacun de vous ici, je suppose, sait que le peuple congolais est à l'heure actuelle humilié et détruit psychologiquement, moralement, physiquement, matériellement, d'abord par la colonisation et ensuite par l'indépendance vécue en surface. Aujourd'hui, les différents mouvements de la diaspora existent, car nous avons refusé de rester dans l'ignorance, d'abandonner nos confrères abattus et de laisser le sort de notre patrie entre les mains de quelques pillards assoiffés du pouvoir, de sang et de richesse. Alors nous avons lutté par les biais de plusieurs manifestations pacifiques et symboliques. Souvenons-nous de la marche en faveur des femmes violées du 30 juin au 14 juillet 2011 qui a eu lieu de Paris à Bruxelles jusque devant la Cour pénale internationale. Mais aucune autorité n'a daigné nous entendre ni reconnaître notre existence et nos revendications. Nous avons manifesté massivement dans les grandes capitales européennes et mondiales pour dénoncer les fraudes électorales qui ont eu lieu le 28 novembre 2011 à Kinshasa, lorsqu'un membre de la diaspora congolaise devient dérangeant pour les autorités politiques occidentales que nous respectons par ailleurs, et pour des multinationales qui trouvent leur impulsion économique dans l'exploitation des ressources et dans la destruction massive de notre pays, sont arrêtés impunément, voire assassinés. Pour ceux qui s'hasarderaient à retourner dans leur pays natal, ne serait-ce que pour une visite familiale, Armand Toumoulou en a fait les frais et jusqu'aujourd'hui, aucune enquête n'a été ouverte pour retrouver son assassin que nous connaissons tous. Aujourd'hui, tous les éléments de notre quotidien sont réunis pour que nous abandonnions ces combats. Nous sommes conscients d'être toujours les esclaves du monde, considérés comme les détritus de la mondialisation. Cependant, nous voulons mettre notre intelligence, notre compétence, notre solidarité, notre combativité et notre expérience au service de notre pays pour qu'il soit enfin libre, libéré, renouvelé, juste et souverain. Peuple congolais de la diaspora, le moment est venu de montrer aux protecteurs des génocidaires des enfants du Congo que nous savons qui ils sont, leur nom, leur plan machiavélique sur la destruction du Congo, les commanditaires et leurs hommes de base. Pays voisins du Congo qui jouent aujourd'hui les rôles d'agresseurs sans trop savoir qu'ils sont eux-mêmes esclaves de leurs commanditaires. Nous ne sommes plus des esclaves. Nous ne voulons plus que notre pays soit managé par un capteur belge et quelques sauvages africains. Nous ne voulons pas des présidents rwandais maintenus des forces pour des intérêts économiques mondiaux ou multinationales à la tête de notre Congo. Nous nous souviendrons toujours du rôle de la Belgique dans l'extinction de notre peuple, les États-Unis et l'Angleterre dans leurs responsabilités respectives. Nous ne sommes pas d'accord sur le fonctionnement actuel et les principes de la politique France-Afrique consistant d'abord à faire profil bas sur les génocides et les viols perpétués en République démocratique du Congo, sans doute à cause des intérêts énormes portés par des groupes multinationaux tels que Areva, Oui, Total, Apple et j'en passe, ou occupés à nous endetter alors que tous les minéraux viennent du Congo, protéger la nouvelle génération des dictateurs violeurs et sanguinaires, afin que ces derniers enfament et assassinent les peuples comme l'a recommandé le roi belge Léopold II. Arrêtez nos compatriotes Curtis, Pacheli, Ntingi et autres quand nous réclamons nos droits. Nous réclamons leur libération au nom de tous les vrais peuples du Congo. Nous avons assez souffert. Lumumba, Kimbangu, Chebeya et récemment Cédric Nyanza en ont fait les frais. Mes chers frères et sœurs congolais, distingués invités, pourriez-vous me dire dans quel pays du monde où les droits des viols, vols, assassinats, brigandage, exploitation des enfants soldats est-il reconnu? Moi je vous répondrai la République démocratique du Congo. Et j'y rajouterai, ces droits est reconnu et soutenu sur le plan international, un complot à grande échelle
La preuve, des pays tels que le Rwanda, puis RSL n'ont pas le temps à travers tout l'Occident, et cela à toute impunité et même encouragé. Nous n'avons plus à nous poser des questions. Non, ne nous posons plus de questions. C'est du vol multinational organisé. Rajoutez ça dans votre dictionnaire, VMNO. C'est du vol multinational organisé. Maintenant, nous sommes... Maintenant, nous sommes avisés. Ne restons plus spectateurs. Devenons tous acteurs du nouveau Congo. Ingeda, Ingeda, Ingeda. On va passer la parole alors, à l'Assemblée, qui est-ce qui veut avoir la parole? Bonjour, mon nom c'est Adem Piazza. Je suis déjà très content d'être parmi vous, parmi nous les Congolais. Et puis je remercie le RCK d'avoir organisé cette conférence. Et puis M. Laurent Lee, M. Martin Sali, pardon. Vous qui avez parlé. Et puis M. Cheminade. Bien, bon, comme vous avez vu, j'ai une assiette, j'ai improvisé pour faire un appui pour pouvoir écrire tellement que bon, je suis toujours inspiré par rapport à mon pays, parce que j'aime mon pays d'ailleurs, c'est le fait que je suis là. J'ai des questions à poser à M. Cheminade et à M. Laurent Lee. Donc la première question à M. Cheminade, ce serait en fait de vous poser la question, est-ce que la France a bien vu que nous avons manifesté, est-ce qu'il est au courant que déjà qu'il y a des massacres qui se font? Je suis sûr qu'ils sont au courant. Et en fait, je voulais aussi savoir, est-ce que la France est comment dire, excusez-moi, est-ce que la France, pourquoi la France ne travaille pas, ne veut pas travailler en collaboration avec l'Afrique? Et puis parce que bientôt, nous savons bien que bientôt l'Europe n'a plus de terres de cultivation, cultivées, vous en avez de moins en moins, et l'Afrique a des étendues de potentiel énorme. Et pourquoi donc vous ne voulez pas travailler en collaboration? Et dernière question, pardon, la dernière question, ça serait, je ne veux pas vous cacher, je ne suis pas un membre de quel que soit comme organisation, mais par contre une chose, excusez-moi, par contre une chose, vous saurez que le cœur des Congolais de Châtellerault bat tellement fort que si la communauté internationale ne fait rien, vous aurez des Mohamed Merah parmi vous. Voilà. Quand on parle de la France, il y a une différence entre les élites politiques qui actuellement la dirigent et qui ont toléré et même parrainé ces massacres, et le peuple français. Alors, ces élites sont plus qu'au courant, elles sont complices, parfois acteurs. Le peuple français ne sait pas. Donc, ou c'est peu. S'il voit ce que lui communiquent les médias, il sait le contraire de ce qu'est la vérité. Donc, il faut nous battre tous pour donner conscience à ce peuple qui doute de quelque chose, mais qui ne sait pas, qui est dans un désarroi face à la politique. C'est pour ça qu'il ne peut pas croire qu'il y a quelque chose de juste et de meilleur qui puisse se passer. Donc il faut lui donner ce sentiment que ça peut exister. Ça, c'est voilà la première chose. La deuxième, sur la France-Afrique, c'est que les milieux qui dominent ce pays sont les milieux financiers. Et la vision de ces milieux financiers, c'est gagner le plus d'argent possible, dans le moins de temps possible, et en faisant n'importe quoi. Donc, même par rapport à l'Afrique, la terre de l'Afrique, l'agriculture, même un modèle colonial classique, eux sont encore pires. Ils sont dans un modèle de pillage financier immédiat. Donc, même ça, ils ne voudront pas. Donc, si vous voulez avoir une idée de la monopolisation du pouvoir financier en France, si vous prenez toutes les principales sociétés, celles qu'on appelle du CAC 40 de la bourse, 47%
Dans 47% des conseils d'administration de cette société, il y a des membres de la banque BNP Paribas. Donc ça veut dire presque la moitié. Donc, ça veut dire une monopolisation complète du pouvoir par ces intérêts-là, et ces intérêts qui exercent une influence beaucoup plus grande, et ça, le peuple français ne sait pas non plus, mais beaucoup plus grande, je pense, que le président de la République ou que le ministre. Le président de la République et les ministres ayant comme, évidemment, la critique on peut leur faire, c'est de s'être soumis, de s'être compromis, et d'avoir livré ce pouvoir à ses intérêts. Donc aujourd'hui, il faut que le peuple retrouve le contrôle de ses intérêts. Et ça ne peut être fait, je pense, que par une banque nationale où les intérêts des différents composantes de la France, les forces vives, soient représentés. Sans ça, avec des banques qui sont complètement isolées du reste, comme le système européen l'a prévu, il n'y a plus du tout de contrôle du système financier. Et si on ajoute à ça qu'ils opèrent dans le secret, avec leur plateforme alternative, leur opération à la microseconde maintenant, dans les ordinateurs. Donc tout ça, et il n'y a plus de marché financier autonome, il est entièrement manipulé. Si vous regardez, la comparaison que je peux faire, c'est que les matchs de football en France de deuxième division sont entièrement contrôlés. Vous voyez les buts dans les dernières minutes, parce qu'il y a des paris dans le monde entier, y compris d'Asie, et que c'est en ligne, et qu'on parie à tout moment. Le marché financier, c'est pareil. Vous avez les changements en fin de clôture, vous avez des changements énormes en quelques minutes. Donc tout ça n'obéit plus du tout à une logique, disons, normale, même capitaliste d'exploitation économique. On est dans une logique financière de pillage absolu. Donc il faut bien avoir ça en tête aujourd'hui par rapport à ce que doit être l'avenir de la France et de l'Afrique. Et la France-Afrique, c'est quelque chose qui, à chaque fois, est devenu plus proche de cette exploitation financière depuis qu'Houphouët-Boigny a prononcé le mot en 1954. C'est devenu chaque fois pire. Au début, il y avait un problème, mais là, on est vraiment au cœur du problème. Et tout ce que vous voyez arriver au Congo, ce qui a été décrit ici, c'est exactement le premier. Vous êtes les premiers à souffrir. Mais derrière, la souffrance, elle vient aussi pour tout le monde. Donc votre combat n'est pas seulement un combat pour le Congo, je suis convaincu, c'est aussi un combat pour tous. Et c'est dans ce sens-là pour présenter quelque chose qui est l'intérêt à la fois de l'Afrique, de la France, mais aussi de l'humanité. De ne pas tomber dans le piège de la provocation. Parce que c'est ce que cherchent justement les médias et les pouvoirs ici qui sont en place et qui profitent de la situation actuelle. C'est très facile d'attendre que qu'il y ait des débordements, qu'il y ait des actes terroristes et autres, parce que comme ça vous serez directement catalogués comme les mauvais. C'est ce qu'on veut vous faire faire aujourd'hui. C'est clair. Quand on dérange, il faut bien trouver quelque chose pour faire en sorte que vous disparaissiez de la scène. Alors, on parle des attentats, sincèrement, moi je pense que pourquoi pas justement mettre cette force au Congo? Je crois que vous avez beaucoup d'illusions sur les médias. Pas une seule question m'a été posée sur l'Afrique et on ne m'a pas laissé un instant, dès que je commençais à parler, passer à autre chose. Donc, il y avait une volonté de me faire paraître comme un candidat farfelu, excentrique, qui ne parlait que de certaines questions. Et c'était comme essayer de se débarrasser d'un chewing-gum. C'est-à-dire que vous essayez de vous coller. Et je peux vous dire que depuis longtemps, depuis 1970, l'ambassade des États-Unis et le FBI m'a sous enquête. Alors je ne sais pas récemment comment ils ont poursuivi leurs enquêtes, mais il n'est aucun doute que les questions qu'ils me posaient ces journalistes-là, étaient en relation avec les États-Unis et pas avec la France. Donc vous l'avez pu le voir au cours de la campagne. Donc c'est les gens qui sont au pouvoir aux États-Unis, des deux côtés, des deux partis, un peu comme ici, qui sont au-dessus de ces partis et qui exercent le pouvoir véritable. Alors je ne sais pas si en France, le fait d'avoir un nouveau président de la République pourra aider. Ça ouvre le jeu dans une certaine mesure, ce qui me permet de dire qu'il faut, probablement je suis de votre sentiment, il
il faut souhaiter qu'il soit élu. Je sais pas, moi je ne donnerai aucune consigne, personnellement, je n'ai pas le droit d'en donner, je dirai ce que je ferai, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que quel que soit le président élu, il faudra le pousser, avoir une épée dans le dos, avec ici la non-violence organisée. C'est-à-dire ce que dit Martin Luther King. C'est exactement la stratégie qu'il faut suivre ici. Je crois par exemple qu'une erreur a été commise par les Palestiniens, je le dis franchement, de ne pas utiliser cette arme de la non-violence organisée, qui est la plus efficace à partir d'un certain moment, parce qu'elle organise les gens autour duquel vous êtes. Et les Français finiront par vous admirer si vous le faites, et ils vont avec vous, parce que vous le ferez de cette façon-là. Et vous leur expliquez sans cesse, il faut expliquer sans cesse. C'est ce que j'ai essayé de faire. Alors, dans mon programme, évidemment, il y a une partie sur ça. Personne ne m'a interrogé sur ça. Personne ne m'a interrogé sur l'épanouissement familial et la lutte contre le sexisme en France. Personne ne m'a interrogé sur le droit du travail. Personne ne m'a interrogé sur les mesures sociales que je proposais. Tout ce qui gêne, ils essayaient de le mettre à part. Et c'est les journalistes qui font la loi. Un journal comme Le Monde a dit qu'il ne me couvrirait pas, qu'il n'y aurait pas un seul mot sur moi. C'est-à-dire j'étais mis à l'index, littéralement, comme l'Inquisition. Hein. Pareil. Et c'est Le Monde, ce journal libéral, ouvert à toutes les idées, à toutes les expressions. Dès que vous touchez le nerf, soit vous ne pouvez pas parler, soit on fausse complètement votre message. Essayez de faire Figaro, en racontant n'importe quoi. Donc je me suis heurté à quelque chose qui est très fort et très grand. Vous vous heurtez à la même chose. Donc, mais, dans le peuple français, parmi les maires que j'ai vus, il y a un répondant qui est plus grand qu'il n'a jamais été, parce que la crise est grave. Voilà. Et pour les jours à venir? C'est le même problème, je ne sais pas ce que Tshisekedi. Chaque fois qu'il veut parler, on désavoue, on transfère les paroles autrement, on essaye de faire passer pour ce qui n'est pas. Or, Étienne Tshisekedi, moi je le connais, et je le soutiens, je le défends en tant qu'avocat depuis 1987. Étienne Tshisekedi a toujours repoussé les armes. Il a toujours refusé que le sang du peuple congolais soit versé pour le pouvoir. Pour moi, je le considère l'égal de Gandhi. Il faut réfléchir à ça. Et ça gêne beaucoup les Occidentaux. Donc moi, j'en fais partie. Et j'essaie de transmettre ça. Je dis que quand l'Afrique ira bien, l'Europe, les États européens iront bien. C'est le système des bases communicants. Il est impossible de faire entendre raison à la presse. Par exemple, Le Monde, comme M. Cheminade vient d'en parler. Chaque fois qu'on a parlé de Tshisekedi, ça a été pour discréditer, je ne rentre pas jusque-là. Mais c'est ça. Et dans ce Facebook, j'essaye de pousser les Congolais, les Ivoiriens, parce que c'est le même combat, j'essaye de les pousser à ce qu'ils se mobilisent, que le Kabila ne soit pas instrumentalisé, crédibilisé. Il faut absolument faire ressortir que les élections ont été truquées et que Kabila n'a jamais eu la majorité. Et j'essaye de dire aux Congolais, mobilisez. Ce que vous avez fait à l'ambassade du Congo à Paris était remarquable. Ce qu'ont fait les Congolais à Londres est remarquable et il faut continuer. Et c'est là. En ce qui me concerne, le socialisme met toujours les gens dans l'assistanat. Alors qu'il faut justement faire le contraire. Il faut prendre son avenir en main. Cessez d'attendre que l'État fasse des choses pour vous, mais vous demandez ce que vous pouvez faire pour votre État. Et ça, ce n'est pas le socialisme. Le socialisme, il maintient, selon moi, par cette logique, toujours les peuples dans l'oppression. Parce qu'ils ne parviennent pas à sortir de cette logique. Ils n'ont pas la possibilité de profiter, de prendre leur destin en main. Alors, ce que je crois aussi, c'est que ce n'est pas le président de la France qui doit faire changer l'Afrique ou le Congo. C'est un président parmi un autre, un pays européen. Ceux qui doivent changer l'Afrique, ceux qui doivent changer le Congo, ce sont les Africains et les Congolais eux-mêmes. Il faut justement sortir de cette logique. Que ce soit Sarkozy ou Hollande, ne vous demandez pas qui fera quelque chose pour le Congo, dites-vous que c'est à vous de faire quelque chose pour le Congo. Parce que l'intérêt des présidents, quel qu'il soit, c'est de défendre d'abord l'intérêt de leur pays. Et dites-vous bien, que ce soit Sarkozy ou Hollande,
Ils défendront d'abord l'intérêt de la France, et aujourd'hui la France, elle a intérêt à continuer à utiliser les richesses du peuple congolais, tout en soutenant un candidat. Et donc, je crois qu'il n'y a qu'un seul parti aujourd'hui en France qui défend la logique des droits et des devoirs, c'est la droite, c'est l'UNP, c'est mon point de vue en tout cas, et je le défendrai jusqu'au bout, même si je sais, et je vous aime beaucoup, que nous ne partageons pas toujours le même point de vue. Mais bon, voilà, c'est ma position. Bonjour, j'ai une question pour M. Cheminade. Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez un projet pour ramener de l'eau dans le lac Kivu. Et vous avez dit, lac Tchad, effectivement, et vous avez dit que ce projet débutera d'abord à Bukavu. Effectivement, j'aimerais savoir quel est le lac que vous visez, parce que certainement il s'agit d'une rivière. Et aussi, quelles sont les perspectives qui s'attachent à l'environnement qui entoure ce lac-là, et le développement, quel genre de type de développement que vous voulez développer à Bukavu. Qu'est-ce que les Congolais gagneront et qu'est-ce que la population de Bukavu gagnera. Voilà, je vous remercie. D'abord, une rectification, parce qu'il a été dit là que c'était l'intérêt de la France. C'est certainement pas l'intérêt de la France d'avoir une politique d'exploitation et de destruction de l'Afrique, du Congo en particulier. C'est l'intérêt d'une oligarchie financière qui règne en France et qui a ses, disons, inspirations venues de la City de Londres et de Wall Street, comme je l'ai dit, là je dois dire comme je pense. Et cette oligarchie-là pénètre l'ensemble des partis politiques à travers le financement de leur campagne, et elle les tient comme elle tient les journaux. Ça, c'est une première rectification que je veux faire. Maintenant, pour un projet comme ce projet de lac Tchad, ce qu'il faut penser, c'est penser à un développement global. C'est un grand canal qui irait donc de Bukavu jusqu'au lac Tchad pour réalimenter un autre lac Tchad. Et autour de ce canal, il y aurait un développement à la fois agricole, industriel, dans une région qui en a peu. Et j'en ai discuté longuement avec des gens qui sont dans cette région et qui voient comment ça peut être une artère de vie et une artère de développement. Maintenant, dans le lac Tchad lui-même, il fait aujourd'hui, alors ça dépend selon les saisons, si elles sont pluvieuses ou pas, entre 3000 et 5000 km². Il va être réduit et dans 20 ans, il n'y en aura peut-être plus. Donc, il a fait jusqu'à, dans les années 50, 10 fois plus de surface. Donc, il faut le rétablir comme un poumon d'eau. S'il y a plus d'eau dans cette région, il n'y a plus de vie. Donc, l'eau, évidemment, est contrôlée. Les gens qui sont au pouvoir ont créé une commission nationale du bassin du lac Tchad. On n'y trouve à peu près jamais personne dans les bureaux, c'est au Tchad, personne dans les bureaux qui y soit, et c'est certains responsables des administrations et parfois certains capitaines dans les armées qui ont une certaine idée, plus certains hommes politiques qui ont une idée de l'intérêt que ça pourrait avoir pour tous les pays qui sont autour, qui vont du Congo jusqu'au Tchad, le Congo étant amené dans ce système par l'eau qu'il peut fournir. L'eau qui serait prise, c'est 100 milliards de mètres cubes par an, c'est-à-dire 5% à peu près du fleuve Congo, qui est très peu, qui va de toute façon dans la mer. Donc ça serait de l'aménager pour avoir ce développement. Il y a eu un projet qui s'appelait Transaqua, qui a été présenté par des Italiens dans les années, à la fin des années 60, début des années 70. Ça fait déjà donc, la commission pour le bassin du lac Tchad existe depuis 62, ça existe depuis 70. Donc ça fait des années et des années qu'il y a des projets, rien n'est fait. Parce que dans le système actuel, c'est comme le canal de Jonglei au Soudan. Moi, j'ai connu la personne qui a fait amener la roupelle, c'est-à-dire pour creuser le canal, depuis le Pakistan où elle était, jusqu'au Soudan, pour creuser ce fameux canal de Jonglei. Tout a été abandonné, on a organisé, à cause des ressources en pétrole et à cause des guérillas qu'il y a eu, on a organisé des combats en meurtrier dans cette région, en jouant les uns contre les autres, ce qui fait que le canal de Jonglei n'a jamais été construit. Aujourd'hui, il reste quelques éléments rouillés dans une petite ville qui s'appelle Canal, d'ailleurs, où il n'y a plus rien. Et toute cette région a perdu complètement tout sens d'agricole, tout sens de développement propre, tout sens d'autonomie. Alors, si on fait, évidemment, un projet de ce genre, il faut
impérativement que dès le départ soit accepté par les populations tout le long. Donc il y a tout un travail de sensibilisation, d'organisation, de voir l'avenir qu'on peut avoir, qui doit être fait. Et c'est de réincorporer l'idée que la création humaine, lorsqu'on fait du développement mutuel, peut donner du résultat. Aujourd'hui, on ne le voit plus en Afrique, malheureusement, depuis longtemps. Et c'est ça que doit être la responsabilité des pays européens. Je suis tout à fait d'accord, l'ensemble des pays européens. Mais la France a une sensibilité particulière, une responsabilité particulière à cause de ce qu'elle n'a pas fait en Afrique. Donc ça lui donne la responsabilité de faire pour l'avenir. Et c'est de ce point de vue-là, évidemment, si les Africains ne veulent pas, ils ne veulent pas. Hein. C'est eux qui doivent choisir. Mais on doit mettre à leur disposition tout ce qu'on peut pour leur donner les moyens. Et ça, ils ne sont pas donnés. Et les moyens en particulier technologiques. Donc, et je ne sais pas de ce point de vue-là comment un projet de ce type peut se combiner avec ce que feraient les Chinois. C'est encore un autre problème. C'est une grande présence de la Chine dans ces régions-là. Et la France devrait avoir une politique qui dise aux Chinois de faire comme il faudrait faire et comme la France elle-même n'a pas fait. On n'en est pas là encore. Et il faut tout réinventer dans cette politique-là, je pense. Et je crois qu'aucune force politique existante en France n'est prête à réinventer cela, tout l'esprit qu'il y avait à présence africaine, qu'avait Cheikh Anta Diop, qu'avaient les pères des indépendances comme Nkrumah ou Lumumba. C'est ça qu'il faut faire revenir. Voilà. La question était quel est l'intérêt pour les populations, puisque le principe c'est de donner et de recevoir. Donc eux ils donnent leur eau, mais en retour qu'est-ce qu'ils ont réellement? Ils ont l'agriculture, le développement agricole, le développement de ressources, l'industrie, tout ce qui peut se faire autour d'une artère d'eau. Et cette artère d'eau permet dans cette région-là de créer du développement tout le long. Ça fait à peu près 1700 à 2000 km. Merci. Donc, nous avons un film sur ça, que je n'ai pas vu parce qu'ici on ne pouvait pas le passer, qui vous aurait montré beaucoup mieux que mes paroles sur quoi nous voulons dire. Monsieur, dame, bonjour. Bonjour. Je remercie beaucoup mes frères du RCK d'avoir organisé cette journée et toutes mes pensées à notre frère Paché. Ma question va se porter sur monsieur Laurent Louis. Je voulais vous demander qu'en pense l'opinion publique belge sur le comportement de leurs hommes politiques qui sont incapables de gérer leur pays, qui ont mis plus d'1 an à former un gouvernement et qui s'ingèrent sans cesse dans la politique congolaise. Merci beaucoup. Évidemment, je ne pourrais même pas vous dire ce que pense l'opinion publique, parce que l'opinion publique, elle n'est même pas informée par la presse, donc elle ignore totalement le dossier congolais. Pour l'opinion publique belge, tout se passe bien au Congo. On voit Louis Michel qui va de temps en temps, André Flao qui va chercher un petit peu ses diamants de temps en temps aussi. Et pour la population, tout va très très bien au Congo. C'est un beau pays où tout va très bien, où la population vit heureuse. C'est l'image qu'on donne en Belgique. Donc la population, elle n'est pas du tout informée. Alors, en ce qui concerne le fait que les hommes politiques belges donnent des leçons de gouvernance aux Congolais, je crois qu'il ferait mieux de se taire. Sincèrement, quand on voit comment est géré notre pays, ou plutôt mal géré en permanence, je pense qu'on n'a pas à s'immiscer dans le dossier congolais. D'ailleurs, c'est ma politique. Moi, je suis pour la non-ingérence totale, c'est-à-dire qu'on doit laisser le Congo se développer tout seul, avec bien entendu des aides ou autres, mais il y a une logique politique qui me dépasse totalement, c'est qu'à chaque fois qu'on aide financièrement, il faut qu'on s'immisce. C'est la même chose dans les ASBL, c'est la même chose dans tout. Il faut toujours que le pouvoir politique soit présent pour avoir son mot à dire et certainement des retombées financières aussi. Ah ben, je crois qu'il faut arrêter ça. On doit jouer la carte de la solidarité, bien entendu, faire en sorte que le Congo se développe, mais nous n'avons pas à choisir les dirigeants du Congo, nous n'avons pas à choisir quelle est la majorité, et on a encore moins à avoir un ministre comme le ministre Renders, qui dit que parce qu'il a rencontré 2 membres de l'UDPS, il a rencontré l'ensemble de l'UDPS et qu'il dit même que l'UDPS a décidé de siéger. Parce que dans ce cas-là, il prend même la place de Tshisekedi, qui jusqu'à preuve de contraire est toujours président de l'UDPS, et ce n'est pas encore M. Renders qui est le président de ce parti, le plus grand parti aujourd'hui du Congo. Donc voilà, je crois que la réponse est claire. Je crois qu'il faut qu'il laisse
le Congo se débrouiller, parce que vous êtes suffisamment grand pour gérer votre pays convenablement. Et simplement, il faut qu'on retire de ce pouvoir des gens qui défendent les intérêts de la communauté internationale et de le remplacer par des gens qui défendent l'intérêt du peuple. C'est moi, mon opinion et l'objectif de ma politique. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci beaucoup d'avoir été en retard, puisque c'est un dépendant pas de moi, j'étais obligé d'appeler ma fille à l'hôpital. Je venais en retard, j'ai quand même... Je vais dire un peu deux mots. Je vais revenir un peu sur la politique pure et dure. J'aime bien l'économie, mais la politique pure et dure nous concerne aujourd'hui, puisque c'est l'économie, c'est la politique plutôt qui dirige l'économie. Là, si, il faut toujours de la politique pour l'économie. Là, je vais souligner des choses. En France, ici, j'habite depuis des années. Je me suis intéressé un peu à la politique depuis mon enfance. Ce qui me désole aujourd'hui en France, ici, c'est que j'ai vu presque tous les dirigeants français, à part Sarkozy. Tous les dirigeants. J'étais devant, j'étais dans un bureau avec des mémos. Vous savez ce que JP nous a dit quand on avait rencontré? Il nous dit, si vous étiez sorti comme en Tunisie ou bien en Égypte, on vous aurait pris au sérieux. C'est JP qui nous dit ça. J'ai vu Cambadélis avec Martino. En commençant précisément à parler, ils nous ont dit, oui, vous voyez, Tshisekedi dit, la communauté internationale n'est pas sûre de lui, c'est un homme incontrôlable. Moi, j'ai posé la question à M. Cambadélis. J'ai dit, vous êtes à l'international socialiste, vous travaillez sur le mode de développement international du Parti socialiste. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer M. Tshisekedi? Il dit non. J'ai dit, je vais le faire. J'ai pris mon téléphone portable, j'ai appelé Tshisekedi en direct. Je lui ai donné le portable, j'ai dit, parle avec lui. Ils ont parlé. J'ai dit au président Tshisekedi, dis-leur tout ce que tu subis au Congo. Et ces jours-là, c'était les jours où Tshisekedi devait se rendre à l'ambassade d'Allemagne pour, comme on nous a dit, c'est pour trouver une solution globale. Tshisekedi dit, devant chez moi, je ne peux même pas sortir. Il y a deux blindés qui bloquent la porte. Il y a à peu près 100 à 200 policiers qui entourent sa maison. Il ne peut même pas aller voir son médecin. Il ne peut pas sortir. Il ne peut pas rencontrer les gens. Vous vous rendez compte? Alors moi, je me pose la question. Nous, en Afrique, nous avions ce qu'on appelle un mode de choix des dirigeants par l'autocratie. Le plus vieux, c'est celui qui prend la place du dirigeant. Vous êtes venus avec nous dans nos terres, vous nous avez dit non, pour que ça soit bien, il faut la démocratie, il faut les choix électoraux du grand nombre. Nous avons accepté ces choix-là. Et ce que j'ai remarqué, moi, à chaque fois dans un pays africain où un homme est élu, c'est toujours celui qui est minoritaire, qui a échoué, qui dirige. C'est toujours celui-là que l'Occident soutient. Voilà. Celui qui gagne, celui qui a la majorité de voix par rapport au peuple, on ne les considère même pas. Moi, je veux savoir quel est le mal que Tshisekedi a fait d'avoir remporté ces élections-là pour être encerclé comme ça, pour être puni comme ça, pour être empêché de sortir. Quel est le mal qu'il a fait ces élections? Il a largement gagné cette élection, tout le monde le sait. Pourquoi je le dis et j'insiste? À chaque fois qu'on a vu, j'étais au Sénat, j'ai vu le président du Sénat. Quand il est arrivé, il avait lu les résultats des votes du Congo. Il dit, ça c'est les propres phrases, hein, il dit, ah, Kabila a volé l'élection. Nous savons que Kabila, c'est quelqu'un qui a gagné. Voilà. C'est même pas fini. On a voulu savoir un peu comment le Parlement français se dirige par rapport au Congo. Nous avons eu une liste de députés qui sont amis du Congo. À la tête de ces députés-là, il y a un certain monsieur qu'on appelle M. Balkany. C'est l'homme africain de Sarkozy. C'est lui qui contrôle même les mines. Il traite avec les petits, les Kabila, comment ça s'appelle? Son petit frère. Voilà. Et vous savez ce que M. Balkany nous a dit? Il dit, nous savons que Kabila n'a pas gagné, puisque nous savons que 3 mois avant les élections, il a empêché qu'on paye les salaires des gens, des agents. C'est pourquoi vous avez vu pendant les élections, tous ces mondes-là qui sont députés aujourd'hui, ils n'ont pas fait campagne, ils n'avaient pas d'argent. Tous s'étaient bloqués, ils savent.
Et moi, je veux savoir si, en France aussi, aujourd'hui, puisque nous sommes en pleine élection, si Sarkozy le faisait aujourd'hui ici, qu'est-ce qui va se passer en France? Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bien, j'ai fait une synthèse comparée à ce que vous avez dit. Donc, vous avez parlé de la colonisation, de tout ce que les Congolais ont enduré. Vous avez fait le bilan. Monsieur Cheminade a parlé de l'enjeu économique, énergétique et politique. Et monsieur Brown, c'est ça? Et il a parlé du cas de monsieur Bacheli. Donc, en gros, comme synthèse, on a fait, j'ai déduit que, bon, maintenant, pour se faire entendre, on nous prend pour des voyous, on nous prend pour tout ce que vous voulez, même lors des interpellations, nos combattants, nos compatriotes subissent des brimades. Nous nous sommes rendus dans plusieurs organismes nationaux aussi qu'internationaux. Nous avons déposé des mémos qui jusque-là sont ignorés, sont posés aux oubliettes, voire peut-être jetés dans des poubelles. Je vous pose cette question parce que personnellement j'y étais et j'ai vu comment ça se passait. On nous a même reçus devant le perron, on nous a envoyé des gens qui ont pris nos mémos et puis ils ne nous ont pas emmené les personnes que nous demandions. Maintenant, ma question est simple. Étant donné le comportement qu'affichent certains décideurs dont vous connaissez, étant donné maintenant que nous, jeunes Congolais, sommes debout, y aurait-il un dialogue pour mener à bien notre combat, nous faire attendre autrement que par la violence dont on nous qualifie, ou alors on devrait continuer à agir avec une violence extrême? Ma question se pose là. J'ai compris l'alternative devant laquelle vous estimez être. Moi, mon devoir, c'est de vous dire que toute tentation de violence vous disqualifiera et que, au contraire, elle sera utilisée comme prétexte pour vous mettre à l'index. Et que vous avez un combat qui est tellement noble qu'il ne mérite pas d'être disqualifié par la violence. Que le drame, c'est que à tout moment, et même s'il y a des images ambiguës, on utilisera un millième de votre action, si ce millième de votre action est critiquable, pour essayer de mettre à la poubelle la légitimité de votre combat. Toute tentation violente, il faut les